Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, donc la dernière review de koh. Dernière review parce qu'il y aura encore au moins 2 vidéos à suivre concernant koh, puisqu'il y aura une tier list habituellement pour parler des aventuriers et tout, classer un peu les aventuriers, de comment moi je les ai appréciés, tout ça, si je m'en souviens ou pas, parce que je vous avoue que il y a certains aventuriers dont je me souviens même pas de leur parcours ou quoi que ce soit parce que ça fait tellement longtemps, 17 semaines, c'est quand même long. Et en plus je me demande si on n'a pas eu une pause une semaine à cause d'un événement, enfin bref, ça fait trop longtemps que ça dure. Même Denis il a dit un moment, un suspense de 4 mois à peu près, un truc comme ça, enfin c'est impossible dans ce cas-là de se souvenir des premiers aventuriers. Enfin, du moins, moi, je m'en souviens pas. Mais ça va être intéressant de pouvoir faire une petite tier list là-dessus. Et à côté, un peu plus tard, il y aura également une autre tier list. Alors, je sais pas si elle sortira la semaine d'après ou encore un peu plus loin. Mais plus pour classer les épisodes, revoir les épisodes que j'ai trouvé bons, ceux que j'ai trouvé moins bons, ceux que j'ai trouvé moyens. Et pareil, cette fois, de faire un bilan, mais plus... comment dire, plus sur la façon de faire les épisodes, enfin les épisodes en eux-mêmes quoi, et là un peu moins sur les aventuriers et tout ça, vraiment sur la construction des épisodes, des histoires racontées à travers les épisodes et tout ça. Et ça du coup ce sera encore une autre tier list, voilà, une plus centrée sur les épisodes et une plus centrée sur les aventuriers. Et c'est même possible que la semaine prochaine il n'y ait pas de vidéo et que les deux soient inversés, peut-être le temps que je prenne, le temps de revoir tous les épisodes, comme ça en même temps de revoir tous les aventuriers, enfin bref, dans tous les cas, il y aura ces deux tier lists là qui viendront dans les semaines à suivre. Et de toute façon, comme koh reprend qu'en 2023, on va dire que j'ai un peu le temps, même si Pékin Express, lui, reprend dans 2 semaines, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Bref, du coup, l'épisode, il reprend de manière assez classique pour la période où on a les poteaux, puisqu'en général avant les poteaux Denis se pose avec les aventuriers afin de parler de leur parcours et tout ça. Moi j'avoue que ça m'intéresse pas du tout de qui parle de leur parcours parce que techniquement on l'a vu, voilà, donc pas ce que je trouve le plus intéressant. À chaque fois, il pose également la question avec les 100 000 euros, qu'est-ce que vous ferez si vous les avez? Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont tous répondu quasiment la même chose. Je pense que ça montre un peu la société dans laquelle on est aujourd'hui. On est quand même. On a vécu quand même les 2 confinements, donc on a été quand même très enfermés ces 2 dernières années. Sans compter que voilà, la vie n'est pas non plus très simple, on n'a pas tous les capacités de pouvoir voyager ou des choses comme ça. Et c'est ce qui va un peu ressortir ici, parce que Jean-Charles va dire, si j'ai les 100 000 euros, je prends toute ma famille et on fait un grand voyage tous ensemble. Géraldine, elle va dire, bah moi aussi, je veux faire un voyage où, et où, et ça c'est vraiment super, créer une structure pour aider les gens en difficulté en termes de logement parce qu'elle travaille dans l'immobilier et du coup elle aurait aimé créer voilà, une structure qui au lieu de juste se faire du pognon, voilà, va aider les gens qui ont du mal à trouver des logements, tout ça. Et ça je trouve ça vraiment super parce que faisant partie de ces gens là, je trouve bien que des gens s'intéressent à nous. Donc vraiment très très bonne idée de Géraldine. Voilà. Ensuite on a Bastien qui va dire voilà, je veux également faire un voyage avec ma famille et tout ça. François qui va dire je vais faire profiter à des associations, donc donner une partie de l'argent de sa victoire à des associations. Puis également voyager, faire profiter de l'argent à sa famille et notamment à sa femme et sa mère en priorité. Voilà, puisque à ce moment-là, il n'a toujours pas d'enfant, puisqu'on apprend dans le prime que là, sa femme est enceinte. Donc voilà, à ce moment-là, il veut surtout faire profiter sa mère et sa femme.
Donc voilà, c'était assez intéressant, c'était assez marrant de voir que tout le monde avait plutôt la même envie, voyager. Bon, Géraldine et François, quelques petits trucs en plus, mais en soi, ils ont tous ce truc, je veux aller voyager. Ce qui en général, habituellement, les finalistes ont toujours des rêves, des envies très différentes ou très précises et tout, qui les différencient, que là, ils avaient tous globalement la même envie, et c'était du coup assez intéressant à voir. Ensuite, forcément, on a l'épreuve des poteaux, donc qui est toujours l'épreuve la plus chiante à regarder de koh. Moi, j'avoue que j'étais en train de jouer sur ma console en même temps parce que c'est juste chiant à regarder. Du coup, j'ai juste noté qu'on a 3 poteaux classiques, le poteau maudit, bon ça on le sait depuis un petit moment qu'il y aura un poteau maudit, ça doit faire au moins 2 semaines. Et du coup, ce poteau maudit, on connaît enfin sa malédiction qui n'est pas. Alors, je pense que ça dépend qui est sur ce poteau. Je pense que si ça avait été un profil du genre de Jean-Charles ou de François, ça aurait peut-être été plus difficile avec la malédiction. Par contre, bah, là, avec Bastien, clairement, la malédiction, c'est pas un problème pour lui. Parce qu'en gros, comme vous le savez, les poteaux, il y a plein de petites parties à peu près toutes les. Enfin, d'abord au bout d'1 heure et ensuite c'est peut-être toutes les demi-heures, un truc comme ça, quart d'heure, demi-heure, parce que là ils en ont enlevé beaucoup et l'épreuve se terminait au bout de 2 heures, donc je trouve que ouais, au bout d'un moment ils ont un peu accéléré sur le fait d'enlever les trucs, même si la première partie d'enlever était au bout d'1 heure. Bref. Du coup, il y a toutes ces parties à enlever petit à petit. Et en fait, pour Bastien, la différence, c'est que lui, dès que l'aventure commence, il doit enlever la première partie. Ce qui fait que, du coup, il est un peu plus déséquilibré que les autres. Et surtout, à chaque fois, ils enlèvent tous une partie ensemble. Et du coup, jusqu'à la fin, il reste juste une toute petite partie pour garder ses pieds. Et du coup, pour Bastien, ça fait juste que lui, il arrive un quart d'heure, une demi-heure avant les autres à cette étape-là. Mais en soi, voilà, pour lui qui est très bon en équilibre, ça, c'est pas trop pénalisant d'être sur ce genre de poteau. Du coup, on a une épreuve où les gens vont quand même être assez serrés sur les points. Le premier qui tombe au bout d'1 heure et 34 minutes, le gagnant, du coup, gagne parce que le second est tombé au bout de 2 heures, donc il y a tout juste 26 minutes entre le premier tombé et le gagnant, donc c'est quand même assez serré, où des fois on a quasiment 1 heure, 2 heures entre le premier tombé et les derniers. Il y avait même une fois où une personne était tombée dès le début, comme ça au bout de quelques secondes ou à peine 1 ou 2 minutes et tout, et après t'as l'épreuve qui dure 2-3 heures. Du coup on a des fois des écarts énormes, que là l'écart était quand même assez serré, même 2 heures pour les poteaux. Je trouve que ça fait quand même assez court comparé à mes souvenirs des poteaux, mais qui datent d'il y a quelques années, où on voyait des trucs qui pouvaient durer jusqu'à 3-4 heures. Faudrait voir c'est quoi le record sur les poteaux, mais on se souvient quand même d'une saison où les aventuriers avaient eux-mêmes, je crois que c'était dans un All-Star avec Freddy et Grégoire, où ils étaient tellement à l'aise qu'au bout d'un moment ils ont fait bon allez, on va limite changer les règles nous-mêmes pour se départager, parce que sinon on va jamais y arriver. Et ça c'était hyper intéressant. Bref. Du coup on a François qui va tomber le premier au bout d'1 heure et 34 minutes. Ensuite on a Bastien qui tombe en deuxième au bout d'1 heure et 48 minutes, donc vraiment peu de temps après. Et ensuite on a Jean-Charles qui tombe en troisième au bout de 2 heures pile, et du coup Géraldine remporte la victoire. Donc c'est assez intéressant de voir que les deux personnes qui étaient globalement entre guillemets les moins bonnes parmi les autres en termes de sportivité, peut-être pas de sportivité, parce que sportivité c'était peut-être plus l'esprit sportif, mais en termes d'épreuve c'était les moins bons. Et au final, Jean-Charles gagne l'orientation, Géraldine gagne les poteaux, donc c'est quand même assez impressionnant, là où je pense que beaucoup auraient plutôt vu Bastien ou Jean-Charles gagner ce genre d'épreuve. Ou même Olga, si elle avait été en finale, elle aurait pu être un sacré handicap pour les autres sur les poteaux, parce que je pense que ça aurait été difficile qu'elle tombe.
Et surtout, le parcours de Géraldine, c'est des parcours qu'on a déjà vus avant. C'est pas la première fois que, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui regardent koh que depuis très récemment, qui pensent tout savoir de koh et qui sont insupportables et qui vont sûrement imaginer que c'est la première fois que quelqu'un peut aller jusqu'au bout comme ça sans rien, enfin, pas entre guillemets sans rien faire, mais sans rien gagner et tout, et réussir en étant dans les bonnes alliances à juste gagner les poteaux et ensuite, bon bah là Géraldine malheureusement n'a pas gagné koh mais ce genre de cas se fait quand même assez fréquemment à koh et je crois que c'est même en 2006, donc vraiment un paquet de temps où justement on avait Émilie, François David et je ne sais plus qui, je crois que c'est Sébastien, et une bonne petite alliance qui était vraiment très cool, vraiment leur groupe était vraiment génial, qui avait réussi à aller jusqu'au bout ensemble. Émilie a gagné absolument rien, et de mémoire c'est elle qui gagne les poteaux et qui finit ensuite double gagnante avec François David qui est devenu son compagnon par la suite et tout, enfin bref, je veux dire ce genre de victoire, pareil pour la saison de l'anneau d'or, je crois qu'on a également double gagnant Benoît Yesta, alors que Yesta sur son parcours pas fait de choses énormément marquantes, donc voilà, des fois il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou pour gagner koh voilà, mais du coup Géraldine elle gagne, c'est super parce que du coup ça lui fait sa propre victoire et surtout une victoire qui va être décisive sur un des votes qu'elle recevra plus tard. Du coup, là, pour choisir les aventuriers, comme il y aura 3 finalistes au lieu de 2, du coup, un peu comme pour la fois où il y avait eu l'épreuve d'apnée, où le premier choisissait qui va à l'épreuve éliminatoire, le deuxième choisit également une autre personne pour aller à l'épreuve éliminatoire. Là c'est un peu pareil, mais dans l'autre sens un peu plus positif. Géraldine choisit qui va en finale avec elle, et ensuite la personne qu'elle a choisit une autre personne pour aller en finale avec elle, et du coup techniquement c'est cette deuxième personne qui choisit vraiment qui ne va pas en finale. Et du coup, Géraldine et tout, pour tout le parcours qu'elle a mené et tout ça, elle va choisir François, ce qui n'est clairement pas étonnant, puisqu'ils étaient quand même assez proches pendant l'aventure. François a même sauvé Géraldine lors des binômes, enfin oui, des destins liés. En éliminant même Luana qui faisait partie de l'alliance des ex-verts, donc quand même un geste très fort. Chose qui, je pense, fait également partie du fait que Fouzi ait voté pour François. Et en plus, François a également emmené Géraldine à un confort, le tout dernier confort, enfin tout dernier ou avant-dernier confort, du moins le dernier que François a gagné. Ce qui également a beaucoup touché Géraldine. Mais voilà, comme ils étaient très proches et tout, c'est clairement pas étonnant. Certains auraient peut-être préféré qu'elle choisisse Bastien ou Jean-Charles, mais elle est moins proche de Jean-Charles, et même Bastien, à la base, au début de leur unification, il faisait quand même partie de l'alliance adverse, donc le fait qu'elle choisisse François est quand même le plus logique. Et ensuite François doit départager soit Jean-Charles, soit Bastien, et au final il va choisir un Bastien tout simplement parce que dans les épreuves ça a été un rival et tout ça, et voilà, qu'il a également apprécié son parcours dans l'aventure avec Bastien. Donc voilà un petit peu les choix, et du coup pour ceux qui adoraient Jean-Charles, Jean-Charles du coup il part la tête haute, pas d'aminosité, il est très content, enfin très content. On n'est jamais content de perdre, mais il part la tête haute. Voilà, il fait même une petite blague en mode oh oui, c'est parce qu'ils ont peur de moi, machin. Même après, il refera une petite blague en mode oui, de toute façon, ils me choisissent que pour les épreuves éliminatoires, donc c'est qu'ils ont vraiment peur de moi et tout. Enfin, voilà, il le prend super bien et je trouve ça super cool. Enfin, j'aime bien aussi des fois quand il y a des petits dramas, mais des fois les gens qui le prennent bien aussi, parce que c'est quand même horrible d'être éliminé à ce moment-là. Je pense que c'est peut-être, pour moi, de toute façon, les pires positions pour être éliminé, c'est vraiment le premier conseil. C'est vraiment horrible d'être éliminé au premier conseil parce que finalement tu ne vis quasiment rien de l'aventure. Être éliminé aux ambassadeurs parce que tu ne contrôles pas ce que tu fais, pour moi ça c'est horrible.
et ensuite être éliminé, mais juste là, parce que je sais que beaucoup disent que c'est horrible d'être éliminé juste avant la finale. J'avoue que c'est assez horrible aussi, mais je trouve qu'être éliminé juste au niveau des poteaux, enfin juste après les poteaux, où là on te dit bon bah voilà, on va en finale, c'est sûr que c'est un de nous qui gagne, mais toi bah tu restes là derrière. Je trouve que c'est vraiment une très mauvaise position également. Bref. Euh, du coup, ensuite on a le conseil final, qui était assez bizarre au début, parce que habituellement on a les aventuriers qui arrivent, enfin les finalistes, tous les finalistes en gros de ceux qui ont participé à toute la finale, orientation au poteau, tout ça, et c'était assez bizarre comme ambiance parce que Ambre elle arrive et puis il se passe rien. Denis il explique un peu l'épreuve d'orientation avec le totem maudit machin, et puis ensuite fait bah Ambre va t'asseoir. Aucune question, rien, alors d'habitude il pose toujours des questions, ou il demande aux gens de poser des questions, ou... enfin voilà, à chaque fois il est là en mode est-ce que vous avez un truc à dire, un machin, et là rien, il fait juste allez Ambre va t'asseoir. C'était bizarre, ou alors ils ont cuté le moment où il y a eu de la conversation et que c'était pas intéressant, je sais pas, mais c'était très bizarre, juste en mode bah allez hop, va t'asseoir, on en parlera plus tard. Ensuite Jean-Charles il arrive, pareil, ça parle un petit peu plus et tout, parce que bah, clairement, vu le profil de Jean-Charles, personne, je pense, ne s'attendait à le voir arriver quatrième comme ça de l'aventure. 4ème sur 24, c'est quand même énorme pour un profil comme Jean-Charles, qui ne connaissait pas plus que ça l'émission, qui du coup a dû faire face à quand même des sacrés monstres et en plus gagner l'orientation. Mais à part ça, bah, pareil, il n'y a pas vraiment eu de discussion et tout, c'était assez particulier comme conseil final. J'avais dans mes souvenirs des conseils finaux où habituellement voilà, on discute avec tout le monde, à chaque personne qui arrive, hop, il y a une petite discussion, machin, des fois même des règlements de compte. On se souviendra de Dorian qui, à son élimination de l'orientation, avait pris assez cher par certains aventuriers à ce moment-là. Alors JP à ce moment-là aussi, une fois qu'il était à Cible, enfin bref, en général il y a plus de discussions que ça quand les aventuriers arrivent, donc c'était quand même assez bizarre comme ambiance, mais surtout pour Ambre où elle est arrivée, fait bon bah voilà, il y a eu ça, Bastien a gagné la deuxième orientation, va t'asseoir, et puis hop là, aucun mot, rien, c'était assez étrange. Du coup, comme à l'habitude, ensuite il y a les finalistes qui arrivent. Là, il y a de la discussion avec les finalistes. Et ça va être un peu des deux. Alors, il va y avoir un petit peu de conflit et un petit peu de gentillesse. Alors, beaucoup de gentillesse envers Bastien, beaucoup de gentillesse envers Géraldine. Par contre, en ce qui concerne François, ça va être assez conflictuel. Notamment, il y aura un conflit par rapport à François, oui, c'est normal, c'est pas de celui qu'on parle, de François par rapport à Nicolas, du fait qu'on va lui demander est-ce que Nicolas c'était un espion ou pas, ce que François va juste répondre oui et non. Dans le sens où oui, il nous donnait des informations et non, parce qu'il ne votait pas avec nous. Donc voilà, c'est comme ça quoi. On va aussi avoir un conflit entre François et Colin, donc qui est juste avant celui dont on vient de parler. Mais celui-là, je l'ai bien aimé parce que François va remettre Colin à sa place d'une manière un peu méchante entre guillemets. Moi, c'est le genre de choses que j'aurais fait à la place de François également, parce que effectivement, c'est quand même assez difficile de reprocher des choses à des gens quand toi-même bah, tu es assez reprochable sur certains points qui sont assez proches. Parce qu'il va être reproché à François, notamment sur l'élimination de Yannick ou même de Colin, de ne pas avoir été honnête, parce qu'en gros ils vont lui dire c'est toi qui décides
des éliminations. En gros, c'est ta faute si tous les jaunes ont été éliminés, alors que comme François le dit, c'est une décision collégiale. Même sur l'élimination de Colin, il va même expliquer qu'à part Loana, tout le monde voulait éliminer Colin. C'est pas juste lui qui a dit il faut éliminer Colin et puis tout le monde a suivi sauf Loana. Donc voilà. Et Colin, il va pas être d'accord, il va commencer à un peu embrouiller par rapport au fait qu'il n'aurait pas tenu sa promesse, patati patata. Et François va clairement le recadrer en lui disant mais déjà, quand toi tu dis à ta propre équipe, aux jaunes, que tu allais à la boule noire et que tu le fais pas, tu devrais pas avoir ce genre de propos par rapport à la confiance et tout. Et là, Colin, il est en mode ah, putain de bâtard, je peux plus rien dire. Et en vrai, moi, ça m'a fait un peu rire. C'était quand même un peu violent parce que ça met quand même. Enfin, ça rappelle quand même à Colin son échec des ambassadeurs, mais en même temps, c'est pas faux, quoi. Tu peux pas reprocher à quelqu'un un manque de confiance, un manque de parole, alors que toi-même, tu n'as pas tenu ta parole envers ta propre équipe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est comme si quelqu'un était un voleur et ensuite il allait reprocher aux gens qui volaient oh c'est pas bien de faire ça. Voilà, bon. L'exemple il est un peu nul, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tu peux pas reprocher des erreurs à quelqu'un quand toi-même t'as fait les mêmes, même si le contexte est un peu différent, mais ça reste la même erreur que les deux ont fait durant leur aventure. Bref. Ensuite, il va également y avoir un autre petit conflit par rapport à l'élimination de Maxime et Loana, parce que Loana s'est toujours pas remise de son élimination, et du coup va un peu pester sur son élimination, sur les propos que Ambre aurait eu, et on voit qu'il y a beaucoup de frustration et de colère qui se mélangent de la part de Loana, puisque elle va un peu entre guillemets exagérer les propos, notamment en disant que Ambre lui a dit machin, ma sœur et tout, alors que Ambre va bien dire moi j'ai jamais utilisé ce mot-là, au contraire je n'ai rien dit parce que j'étais hyper mal à l'aise de devoir t'éliminer et que tu m'appelles ma sœur et tout. Et du coup c'est un peu Géraldine qui va tempérer la situation et en disant voilà ils étaient quand même pas bien de t'avoir éliminé et tout, ou on a dit ok c'est tout ce que je voulais savoir et puis ça va se terminer là. Mais voilà, j'aime bien quand il y a un petit peu de tension, de règlement de compte durant le conseil et tout, c'est toujours assez intéressant, voilà, que les gens puissent justifier un peu certaines choses qu'ils ont faites. Mais en tout cas, ça a beaucoup tourné autour de François. Malheureusement, François qui n'assume pas trop son côté stratège, même si effectivement, c'est pas lui qui dit directement aux gens oui, il faut faire ça, 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 ça. Bah, c'est quand même lui qui a certaines idées de stratégie qui ensuite, bien sûr, est suivie par le groupe. Donc effectivement, on ne peut pas reprocher à une seule personne les votes de plusieurs personnes. Parce que techniquement, si François il dit je veux qu'on vote contre Colin et que les autres n'en ont pas envie, ils sont pas obligés dessus. Ils peuvent très bien dire bah non, on n'a pas envie, du coup on t'élimine toi. Donc voilà, après faut toujours remettre les choses en question, mais c'est vrai que à Koh-Lanta c'est difficile, on prend tout un peu plus à cœur je pense, et c'est plus ou moins ce qui s'est passé dans ce cas-là, et du coup bah, le viseur est sur François, parce que bah, forcément de ceux qui ont évincé les jaunes, bah, c'est le seul actif qui est en finale, donc bah, forcément c'est un peu le bouc émissaire de tout ce qui s'est passé avec par rapport à l'élimination des jaunes. Bref, en tout cas, au début je me suis dit, vu les profils, vers le conseil va être chiant, et au final j'ai pas été déçu, j'ai passé un très bon conseil. Surtout que c'est un des moments que je préfère le conseil, donc je suis content que celui-là il soit plutôt pas mal. Ensuite, on a les discours habituels, des très beaux discours. Le discours de Bastien était vraiment sympa. Le discours de François, il était parfait, vraiment. Le discours de François, je l'ai adoré, il était nickel. Franchement, il a vraiment un truc, François, je trouve. Quand il parle et tout ça, je sais que certains sur les réseaux sociaux le détestent, donc ça à faire de l'insulter, de le rabaisser, des fois même en racontant des conneries.
mais vraiment des grosses conneries, hein. Il y a des gens qui sont même prêts à mentir juste pour rabaisser François, ou même Ambre, Louana, tout ça, hein. Mais François, il n'y a pas longtemps, je vous donne un exemple, j'ai dû remettre quelqu'un à sa place, euh, parce que la personne, en gros, elle disait oui, François, machin, c'est un gros tricheur et tout. Et je me dis, mais attends, à quel moment François il a triché? Du coup, je réponds à la personne, c'était en commentaire sur Facebook et tout, et je réponds à la personne, je lui fais, mais à quel moment François il a triché? Et la personne, elle dit, oui, bah, je sais plus, il a triché plusieurs fois dans la même épreuve. Je fais, oui, mais quelle épreuve, hein, donnez-moi des preuves qu'il ait triché au bout d'un moment, enfin, dites-moi, quoi, parce que c'est bien de dire machin il a triché, machin il a fait ci, machin fait ça, mais au bout d'un moment, donnez des preuves, soyez plus clair, plus précis, enfin, ça ne pas un vrai exemple de tricherie. Du coup, je lui dis, quand Quand est-ce qu'il a triché? Puis là, elle fait, oui, alors je crois que c'était durant l'épreuve des sacs, je crois qu'il a triché plusieurs fois. Je fais, ben non, il n'a jamais triché à l'épreuve des sacs, il était juste meilleur que les autres, quoi, c'est tout, quoi. Voilà, sur les épreuves, il a été meilleur, et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, à quel moment il a triché? Enfin, une fois que j'ai répondu ça, la personne elle n'a plus jamais répondu parce que bah, elle n'avait plus rien à dire puisque François n'a jamais triché dans les épreuves. Enfin, même en dehors, il a jamais triché, mais les gens, vraiment, ils sont prêts à tout pour déverser leur haine et pour raconter n'importe quoi, et je trouve ça hyper triste. Bref, en tout cas, moi, même si c'est pas forcément mon aventurier préféré, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment un aventurier complet. De toute façon, on verra dans la tier list, vous verrez où il sera placé. Mais en tout cas, moi j'ai adoré son discours. J'aurais été dans le jury final, mais j'aurais voté pour lui direct avec un discours pareil, hein. Franchement, c'était incroyable. Parce que ceux qui se jouent le mauvais modeste, en mode oh, je suis pas là pour vous convaincre, mais du coup, tu fais ton discours. Je suis pas trop fan de ce genre de discours, même si du coup, celui de Géraldine, commençait comme ça, il était très bien, le discours de Géraldine, jusqu'à sa dernière phrase. Pour moi, cette dernière phrase, elle ne passe mais absolument pas du tout. Heureusement, ça n'aura pas d'impact sur les votes. Mais en gros, elle fait un beau discours par rapport à sa famille, par rapport à son parcours, par rapport au fait qu'elle soit la doyenne, qu'elle s'attendait pas à en arriver là, qu'elle elle s'attendait pas à gagner les poteaux. Pour elle, elle était juste là. Je commençais juste en me disant, je veux juste pas être la première éliminée, et au final, elle est troisième de la saison. Et, et tu te dis, voilà, c'est énorme tout ce discours là-dessus et tout. Et elle finit en mode, bah allez, girl power les filles, faut voter pour moi. Globalement, parce que bah, finalement je suis une fille, donc faut qu'on vote, faut que les filles votent pour une fille. Euh, et ça, non. Non, non, pour moi ça passe pas. Je veux dire, tu fais pas toute une aventure avec des gens où tu essayes de gagner des épreuves, tu essayes d'avoir un très bon social, bien t'entendre avec les gens, créer des liens et tout, et tu ne choisis pas le gagnant à la fin de tout ça juste parce que c'est un homme ou une femme. C'est complètement stupide. Je veux dire, tu choisis les gens par rapport à leur parcours, par rapport à la limite, à l'affect que tu as pour la personne, mais tu ne choisis pas ton gagnant par rapport à son sexe. C'est complètement débile. Franchement, là-dessus, Géraldine, elle m'a déçu parce que vraiment son parcours, enfin son discours, comme je disais, il était quasiment parfait. Et elle termine en mode allez les filles, girl power et tout, faut voter pour moi. Non, non, on vote pas pour les gens, pour un gagnant, juste parce que c'est un homme ou une femme. Pour moi, ce genre de discours, ça passe pas du tout. Et c'est dommage parce que son discours il était vraiment génial jusqu'à ce qu'elle prononce cette phrase. Et comme je disais, heureusement ça n'aura pas d'impact parce que ça m'aurait vraiment fait chier. Pas que Géraldine elle gagne, mais qu'elle gagne plus parce que ce soit une femme, plus que par rapport à son parcours. Ça m'aurait vraiment fait chier. Parce qu'on ne choisit pas un gagnant par rapport à son sexe, mais par rapport à son parcours. Voilà. Ou aux relations qu'il y a pu avoir sur le camp avec les aventuriers.
Mais pour moi, c'est clair et net, on ne choisit pas un gagnant par rapport à son sexe. Voilà, faut arrêter avec les girl power, tout ça, c'est complètement débile et ça n'a rien à faire à koh. Bref. Et le cas inverse aussi, hein, n'a rien à foutre là. Hein, on sont des bonnes de mecs, on démine toutes les filles. Bon, je sais que l'année dernière, il y a eu des problèmes là-dessus, même si techniquement, c'est clairement à cause de la prod qui avait fait un camp homme, un camp femme, et puis bah, après, quand on a dit tout le monde, bah, forcément, les alliances hommes-femmes sont restées telles qu'elles étaient au départ. Mais voilà, si dans une prochaine saison ça devait arriver et que juste des hommes qui se mettent bon allez nous on est des hommes donc on élimine les femmes ou machin, ça ne passerait pas non plus. Je préfère le dire maintenant, qu'on me fasse pas passer pour un misogyne ou je ne sais quoi. C'est juste que bah, on entend beaucoup plus souvent parler du girl power que de l'inverse. Donc bah, forcément, je sais pas si c'est le girl power qui se fait taper dessus, mais c'est pas de ma faute si c'est ce qui revient le plus souvent. Bref. Ensuite, on a la partie à Paris. Alors, je vous avoue que je suis directement passé à la fin parce que refaire le recap de tout ce qu'on vient de voir, non merci. Je trouve ça très chiant. Donc voilà. Et en plus, comme j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'avais pas envie de me retaper tout le recap de ce qu'on vient de voir. Du coup, en plus, 1 heure de recap, c'est chaud. Du coup, je suis directement passé au vote. Du coup, on a eu 3 voix pour Géraldine. Et j'ai noté qu'il y avait eu son vote de la part de Olga, un vote de la part de Maxime et un de la part de Louana. Et comme je disais, sa victoire sur les poteaux sera décisive pour un vote, et c'est notamment Louana qui va avouer dans son discours quand elle dit pourquoi elle a voté machin, hein, comme pour tous les votes, où elle dit clairement que voilà, comme tu as gagné les poteaux, ça fait partie des raisons pour lesquelles je vote pour toi. Voilà. Et puis en même temps, elle va pas voter François, que ce soit François ou Maxime, bah, ils vont pas voter pour Bastien qui les a éliminés, et encore moins pour François qui les a trahis lors des destins liés. Donc voilà. Donc leur choix vers Géraldine était plutôt assez logique. Ensuite, on a eu 4 voix pour François. De la part de Fouzi, donc Fouzi c'est pas étonnant, il était quand même assez proche et tout, donc voilà. Une voix de la part de Nicolas, donc pareil, Nicolas c'est pas étonnant, il est en alliance avec François depuis le début, donc c'est pas étonnant. Ambre pareil, et Pauline pareil, enfin voilà, quasiment que les ex-verts à part Fouzi, mais qui était quand même assez proche de François. Et ensuite, on a 4 voix pour Bastien, de la part surtout des ex-jaunes, donc Yannick, Anne-Sophie, Colin, et également de Jean-Charles, qui choisira Bastien. Cela fait qu'on a 2 gagnants, donc François et Bastien, chacun avec 4 voix. Du coup, je suis super content, parce que sur les 3 finalistes, moi je voulais que François gagne, parce que sur les 3 qui restaient, François était celui que j'aimais le plus. Et du coup, le fait qu'il soit parmi les 2 finalistes, je suis très content. Bon, pour Bastien, je suis content aussi, hein, c'est un bon aventurier. Géraldine, si elle avait gagné ou était parmi les 2 finalistes, j'aurais été content aussi, parce que c'est pas quelqu'un que je déteste. De toute façon, je déteste jamais les aventuriers, mais je veux dire, voilà, si elle avait gagné, j'aurais été un peu déçu parce que j'aurais préféré que des gens un peu plus marquants gagnent. Mais voilà. Pareil, si Jean-Charles avait gagné, j'aurais préféré quand même que ce soit des gens plus marquants, plus complets, qui gagnent l'aventure. Et là, on a quand même 2 personnes assez complets, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, je me suis posé une question à la fin, c'est est-ce que c'est une bonne idée de faire une finale à 3 ? C'est vrai que il y a un bon point et un mauvais point. Le mauvais point, on vient de le voir, c'est qu'on fait plus facilement une égalité avec 3 personnes. Comme là, jusqu'à la fin, on était à 3 voix Géraldine, 3 voix François, 3 voix Bastien. Ensuite, on sort le 10e bulletin, hop, 4 voix François. Et ensuite, bah, c'est soit François il avait une 5e voix et il gagnait tout seul, soit il y avait une voix pour Géraldine ou Bastien. Et du coup ça faisait une égalité, et à moins d'avoir un aventurier extraordinaire qui se démarque de tout le monde, qui est apprécié de tout le monde et tout, et que du coup il reçoit plus de votes que les autres, bah à 3
c'est clairement plus difficile, je trouve, d'avoir un seul vainqueur, puisque chacun a des alliances différents, des affects différents, et du coup, je trouve qu'on peut plus facilement tomber sur une égalité de cette manière-là que quand il n'y a que deux personnes, surtout qu'avec là, il y avait 11 personnes au jury final, donc s'il n'y avait eu que deux aventuriers, on aurait eu sur un seul gagnant. Mais du coup, ce qui n'est pas arrivé, puisque du coup, on aura eu euh, trois finalistes, donc trois gagnants. Et le point que je trouve hyper intéressant du fait d'avoir trois finalistes, c'est qu'effectivement, depuis le début du jeu, donc depuis 2000 ou 2001, 2001 on a toujours deux finalistes. Et c'est vrai que comme Denis ou certains aventuriers le disent, je crois que c'est Maxime, c'est vrai que le fait d'avoir deux aventuriers, c'est juste, il y en a un que j'aime bien, un que j'aime moins, et du coup, c'est plus facile de voter, quoi. Surtout que c'est assez rare en général que deux équipiers finissent en finale, même si, je rappelle, c'est déjà arrivé. On a eu le cas d'Émilie François David, il y a eu le cas de André, je sais plus si c'était Tiffany ou Magali qui étaient en finale avec. Bref, ça arrive quand même de temps en temps que des potes ou tout ça soient tous les deux finalistes. Mais ça arrive aussi assez souvent que des rivaux ou des gens. Enfin, des fois, il y a même des alliés, mais avec un qui est détesté. Je me souviens, j'ai en tête là Bertrand et Christelle, où Bertrand était détesté par le jury final, et du coup, Christelle, globalement, a gagné comme ça. C'est un peu dommage d'avoir une victoire comme ça, mais globalement, les gens avaient fait gagner Christelle parce qu'ils ne voulaient pas que Bertrand gagne, parce que les gens le trouvaient exécrable et tout dans son premier Koh-Lanta. Heureusement, il s'est amélioré dans son deuxième et qu'il a gagné. Mais c'est vrai que dans son premier, il arrivait, Christelle, et elle était émerveillée par Bertrand. Elle était en mode de toute façon, moi j'ai aucune chance, Bertrand il va gagner. Et puis là, bam, ce conseil il est incroyable parce que Bertrand il s'en prend plein la gueule pendant tout le truc et tout. Et tu vois Christelle en mode quoi, mais qu'est-ce qui se passe, je pensais qu'il allait gagner. Et au final, c'est elle qui remportait la victoire. À cause de ça, vraiment j'adorais cette saison, même si j'étais hyper frustré du comportement de Bertrand avec certains autres aventuriers. Mais du coup, pour en revenir au fait, c'est qu'effectivement quand tu as deux aventuriers comme ça, c'est plus facile de faire un choix. Par exemple, entre Bertrand et Christelle, le choix il était évident et était très facile à faire. Et dans plein d'autres saisons, les choix se font très facilement. Genre entre Nawel et Inès, le choix il se faisait très facilement. Dans la dernière saison, je sais même plus qui était en finale avec Claude. Ouais, je crois que c'est Laurent. Mais Laurent, comme il avait déjà gagné, Claude jamais, du coup les votes allaient plus naturellement vers Claude. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que effectivement, quand on a deux personnes, on a un choix qui est beaucoup plus simple, parce qu'on va dire voilà, on pèse le pour et le contre, on se dit voilà, comme il n'y en a que deux, on va voter pour celui où il y a plus de pour. Mais quand ils sont trois, c'est tout de suite plus difficile, parce qu'on peut pas se dire tiens, lui j'aime bien, lui j'aime pas, ou lui il a fait mieux que l'autre et tout ça. Là il y en a trois, c'est encore plus difficile de juger parmi trois personnes qui méritent le mieux de remporter Koh-Lanta. Et j'avoue que du coup, il faut à nouveau avoir un petit esprit stratège ou miser sur l'affect et tout ça. Mais surtout qu'en plus, avec les trois finalistes qu'on avait, c'était quand même assez compliqué de les départager, surtout Bastien et François. Mais je trouve que une finale à trois, c'est pas mal en termes de réflexion pour le jury final. Leur réflexion du coup est un peu plus poussée, un peu plus réfléchie sur qui on doit faire gagner, parce que avec trois aventuriers on peut plus juste se dire tiens lui il mérite plus que l'autre et tout ça. Là il y en a trois, en plus là il y en a plusieurs qui entre guillemets méritent, parce que les aventuriers utilisent les mérites à tout va et pas pour les mêmes raisons et tout, enfin bref, du coup c'est comme ça. Mais en même temps c'est vrai qu'avec trois personnes en finale, c'est plus facile de faire une égalité, et du coup c'est vrai que si on commence à avoir que des finales à 3 et qu'on commence à avoir quasiment que des égalités, le prestige de gagner les 100 000 euros va un peu se perdre, puisque quand c'est comme ça, la somme est divisée par deux entre les deux finalistes.
mais voilà. Mais bon, déjà 58 €, c'est déjà très bien. Bref, on va arrêter la vidéo là. En tout cas, c'était une bonne saison. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé par rapport aux dernières qu'on nous a offert. Genre, les 4 terres, j'ai bien aimé, mais c'était dur à digérer. Pareil pour les âmes secrètes, c'était sympa, mais très dur à digérer. Le All-Star, malheureusement, c'était une catastrophe avec les tricheries, les machins et tout. Même si la saison en elle-même est pas mauvaise, mais du coup, c'est tous les à côté qui ont gâché la saison. Et après, là, au moins, en tout cas, j'ai passé un très bon moment dans cette saison, donc je suis assez content. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est que vous me dites en commentaire, pour vous, est-ce que vous préférez la finale à 2 ou la finale à 3 ? Voilà, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, les arguments que vous avez pour ou contre. Voilà. J'espère qu'en tout cas je me suis bien expliqué pour moi mon pour et mon contre de la finale à 3, mais dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez de cette fameuse finale à 3. Du coup on se retrouvera prochainement pour les 2 tier lists dont j'ai parlé en début de vidéo, et ensuite on va laisser tomber Koh-Lanta jusqu'à 2023, puisqu'effectivement Koh-Lanta reviendra que en 2023, donc il faut minimum attendre 6 mois pour retrouver Koh-Lanta, ça va être très très long, mais en attendant il y a Pékin Express qui revient en juillet, donc je crois que c'est le 3, non pas le 3, c'est un dimanche, enfin bref, revient au mois de juillet, et du coup on pourra débriefer Pékin Express toutes les semaines pendant l'été, voilà, parce que c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien Pékin Express, même si là ça va être une saison un peu spéciale parce que c'est avec des célébrités qui emmènent des personnes parmi leurs proches. Bon, en même temps les célébrités, soit je les connais pas, soit je les aime pas plus que ça. Bref, à voir ce que va donner cette saison de Pékin Express. Donc voilà pour les choses à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus, si vous voulez voir du Pékin Express, même si c'est une saison très spéciale. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!